Luxembourg. On va répondre à quelques questions. Il y a plusieurs reporters indépendants présents aujourd'hui. Voilà, Marie me présente. Ça y est, on l'attendait, elle est là. Enfin arrivé. Enfin. On est allé chercher Jackie Cassou à la gare. Ça va Anne-Marie? Non, mais c'est Jackie qui va s'installer à l'autre, je pense. Monsieur le professeur Perron, Oh madame, non, Anne-Marie, Thérèse, on se connaît. C'est à vous. Alors, je suis vraiment ravie. Alors, aujourd'hui, un an à la date anniversaire du débat du 12 janvier à la Chambre des députés, nous recevons donc professeur Perron, Christian Perron, qu'on ne présente plus, qui est vraiment le chef des complotistes, mais un éminent, surtout un éminent scientifique, un éminent chercheur, un éminent médecin qui s'est dressé pendant cette crise Covid et qui a osé contredire le gouvernement, contredire l'OMS, contredire toutes les mesures sanitaires absurdes que nous savons, liberticides que nous savons. Et c'était vraiment un honneur, une joie. On se croirait à Noël, vraiment, les enfants qui attendent un cadeau. Le Luxembourg est en effervescence, vraiment, et on a de la chance en plus d'avoir Jackie Cassou qui nous a rejoint de la Baule, de TVADP. Donc vraiment, et Jacques Bauer il va arriver imminemment sous peu. Donc vous connaissez tous Jacques Bauer qui est un pharmacien et qui a regardé les vaccins au microscope et qui a vu qu'il y avait une présence d'oxyde de graphène. Donc nous sommes, tout à l'heure on va débattre, il présentera sa conférence, il présentera son livre. Qui peut me prêter un livre pour mon moi, présent. Aurélien, voilà, les 33, pourquoi il n'y a pas la photo? Ah, parce que c'est un marque-page, non? Ah, mais non, attends. Voilà, il y a la photo, il faut leur montrer la photo. Alors, voilà, donc il a écrit son 3e livre, les 33 questions auxquelles ils n'ont pas répondu, qui est passionnant, franchement, il cite des choses, tout est sourcé comme d'habitude, c'est un best-seller, le premier livre a été un best-seller, le 2e livre est un best-seller, le 3e aussi, et voilà. Et aujourd'hui, on a décidé de faire un live pour le Luxembourg et d'avoir quelque chose d'interactif plutôt qu'un monologue où c'est toujours les mêmes choses qu'on dit. On a récolté 20 questions, je crois. Nevin, je veux saluer Nevin et José qui sont très gentiment venus de Metz, du collectif Collectif Parents Résistants 57. Et c'est eux qui ont organisé le 10 décembre la manifestation à Metz devant le bâtiment des droits de l'homme, sur le parvis des droits de l'homme pour les victimes des effets secondaires. Donc c'est très important de mettre en relation non seulement les victimes des effets secondaires, les médecins, les scientifiques, les chercheurs, le monde journalistique, et politique, pour faire avancer et bouger les choses. Donc sans plus monopoliser la parole, je vais laisser les Nevin poser les questions à professeur Perron et nous allons... Diane. Voilà. Diane, dépêche. Je commence là? Oui. Ok. Donc on avait une première question qui était sur les tests PCR qui ont été réalisés à Luxembourg, qui étaient positifs. Et il y a eu un contrôle qui a été fait, un second contrôle par le référent national qui s'appelle le LMS à Luxembourg. Et seulement 20% de ces tests restaient positifs. Est-ce que vous avez une explication là-dessus, sans dire spécifiquement Luxembourg, mais... Oui, c'est très simple, mais ce n'est pas qu'au Luxembourg, c'est dans le monde entier. Les tests ont été conçus pour créer des fausses vagues épidémiques. Parce que normalement, la PCR, on ne doit jamais la faire en dépistage de masse chez des gens qui n'ont pas de symptômes. C'est une hérésie scientifique. L'inventeur de la PCR, Carrie Ellis, qui était un Californien de la Roya, qui est mort malheureusement juste avant la crise du Covid, avait toujours dit ne faites jamais le test en dépistage de masse, il y a toujours des faux positifs. Donc même si le test est parfait déjà, si on le fait comme ça dans des cas contacts, si on a croisé quelqu'un qui a éternué, il y aura des faux cas. Et là c'était totalement volontaire.
Parce que par exemple, je prends l'exemple de la maladie de Lyme, qui est aussi une maladie dont les bactéries sont modifiées par l'homme à des fins militaires. Comme cette maladie, pour protéger les puissances militaires, n'a pas le droit d'exister, dans la maladie de Lyme, officiellement, on dit qu'il ne faut jamais faire de PCR, c'est pas un test fiable, c'est beaucoup trop sensible, c'est n'importe quoi. Les laboratoires qui font ça, les médecins qui font ça sont des charlatans. Et là, d'un seul coup, dans le Covid, on nous fait le coup inverse, comme quoi on peut manipuler comme on veut. Il suffit d'avoir un peu d'argent et de puissance politique pour manipuler tout ça. Donc, normalement, ces tests PCR ne valent strictement rien. Ils ne sont pas fiables. Ils n'ont pas été validés correctement. Quoi qu'on en dise, même si des journaux, soi-disant scientifiques, ont fait semblant de valider. Et parce que là, les seuls chiffres réels de l'épidémie auxquels je crois, c'est ceux de la première vague, parce que là, il n'y avait pas encore beaucoup de tests PCR. Ils étaient réservés aux hôpitaux pour confirmer des cas qui avaient été diagnostiqués par des médecins cliniquement, parce que quand on perd le goût, l'odorat, c'est pas la grippe. La grippe, ça fait presque jamais perdre le goût et l'odorat, donc c'était forcément le Covid. Si en plus il y avait des images au scanner qui étaient particulières, on pouvait être sûr déjà à 99% que c'était le Covid. Alors, si en plus le test PCR était positif, on était content. Content pas pour le malade, mais pas pour le diagnostic. Après ça, quand la première vague s'est éteinte, qui était la seule réelle vraie vague, après il y a eu des vaguelettes qui ont malheureusement fait des morts. Mais ils ont fait des morts parce qu'on a interdit les traitements. La responsabilité des morts, c'est des gouvernants. Après, pour continuer à entretenir la peur, il fallait maintenir les gens dans la peur jusqu'à ce que ces soi-disant produits avec les vaccins viennent sur le marché. Ça a pris longtemps, ça a pris 1 an et demi. Il fallait maintenir les gens sous tension, sous pression, et leur faire croire qu'il y avait des vagues gigantesques qui allaient arriver tous les 2 mois. Alors on nous a fait la vague espagnole à l'été 2020 qui allait déferler sur l'Europe. Il y avait la vague de Nouvelle-Zélande, d'Afrique du Sud, des États-Unis, même en France, on a eu la vague... On a eu la vague alsacienne, la vague bretonne, la vague... Bon. Et puis en fait, à chaque fois, le virus est de moins en moins virulent. Donc aujourd'hui, les Covid, c'est des grippettes, c'est des rhumes, c'est des bronchites. Alors, il y a encore quelques formes sévères, mais comme il y a avec la grippe ou d'autres virus respirateurs, malheureusement, des gens très fragiles, très âgés. Excusez-moi, il y a des gens qui sont en train de regarder le live, ils disent qu'ils n'entendent pas. Est-ce que vous pouvez parler plus fort? Ah ben là, je parle fort déjà, il faut régler vos sons. Régler les sons. Je ne peux pas crier, là. Ou alors il faut mettre le micro plus près. Mais... Ouais, moi je peux faire ça. Alors avoir un micro-cravate, je sais pas. Mais... On est indépendant, hein, on n'a pas de première. Est-ce que si je peux rebondir là-dessus, Non, juste pour finir là-dessus, si on m'entend, j'espère que vous m'entendez, je parle fort. La PCR, la façon de la manipuler, de faire trop de cycles d'amplification aussi, parce que normalement on ne doit pas amplifier au-delà de 30 cycles, on a amplifié jusqu'à 45 cycles, c'était volontaire, c'était pour créer des faux positifs. Et donc on a créé des épidémies de tests positifs qui n'étaient pas des épidémies de malades. Et ça permet aussi de dire que des gens étaient morts du Covid alors qu'ils étaient morts de tout à fait autre chose. Parce que si quelqu'un était à l'hôpital pour mourir d'un problème cardiaque, d'un cancer, le test Covid était souvent positif parce qu'il était calibré pour être souvent positif. Automatiquement la personne, soi-disant, mourait du Covid et ça permettait de continuer à faire peur aux gens et d'entretenir une soi-disant super pandémie très mortelle. Mais le chiffre de mortalité aujourd'hui est très très faible. J'avais vu qu'en France, l'été dernier, on était à 0,002% de mortalité. C'est le cas de n'importe quel virus. Alors, malheureusement, je rends hommage aux morts à leurs familles parce qu'il y a eu des victimes dans le monde entier, surtout la première vague. Mais voilà, donc cette espèce, ça a été complètement bidonné. Est-ce que je peux vous poser la question à propos de ces tests PCR? Les données récoltées avec le petit coton-tige sont utilisées? Elles sont stockées, gardées? Oui. Oui. Il y a des mais... banques de... Non, mais les données, ce sont des banques de données que je ne contrôle pas, je ne sais pas. De toute façon, j'ai plus... C'est un prétexte. Moi, j'ai lu que, en fait, il créait, il récoltait et il faisait des banques de données d'ADN en Afrique, au Kenya, en partenariat avec l'université de Leicester. Donc, ils récupèrent les données et ils font des banques d'ADN. Ah oui, vous voulez dire dans le sens de prendre l'ADN des gens? Oui, c'est ça pour
référencer la DLG. Il y a un laboratoire chinois dans lequel Bill Gates est associé, qui est aux États-Unis. C'est possible, je n'ai pas suivi. Je sais qu'il y a un célèbre homme politique français qui a refusé le test. Macron, quand il est parti en Russie. Macron, c'est qui? C'est celui qui a envie de très emmerder les Français. Ah oui, je m'en souviens. Bravo. Je l'ai vu une fois ou deux à la télé. Ouais. Non, ben, voilà. Ok, alors si j'essaie de rebondir là-dessus, dans la dédicace que vous avez fait sur le livre de Robert F.J.R. Kennedy, vous indiquez à un moment donné que vous aviez fait le constat des sommes faramineuses qui avaient été versées par Big Pharma pour faire de la désinformation scientifique et que celle-ci remontait à plusieurs décennies. Vous indiquez que sur la maladie de Lyme, il y avait énormément de raisons militaires, politiques et d'énormes conflits d'intérêts et qu'on était aujourd'hui dans une gigantesque manipulation mondiale. On a vu avec le H1N1 qu'il y avait eu un rapport au Sénat. Ma question est la suivante, c'est faisant le constat de ça depuis des dizaines d'années, est-ce qu'il y a des choses qui ont essayé d'être mises en place ou est-ce qu'on regarde ça se passer sans que personne ne fasse rien? Ben, je pense qu'il faudrait faire un grand ménage. Après, moi, je n'ai pas le pouvoir. Tant que ces gens-là seront protégés par les milliardaires et que les politiques et les milliardaires se tiennent la barbichette pour se protéger, on ne peut pas faire grand-chose. Et le peuple est quand même plus nombreux que cette poignée de milliardaires. Et si tout le monde agit, dit non, va dans la rue de façon pacifique, je pense qu'ils ne pourront pas aller très loin. Gandhi l'a gagné de façon totalement pacifique en disant non. Et les gens n'osaient pas dire non de façon groupés, par exemple les parents dans les écoles, pour les masques, pour la vaccination, parce que ils avaient un doute. Tous les jours à la télé, il y a un virus très dangereux qui va tous nous tuer, vos enfants vont tuer leurs grands-parents. Et journal de 20 heures après journal de 20 heures, ça avait fini par pénétrer le cerveau des gens et ils pensaient que c'était la réalité. Et en fait, c'était des informations qui avaient été fabriquées de toutes pièces et très bien orchestrées. Donc, mais si vraiment les gens maintenant s'éveillent, et je vois que de plus en plus les gens s'éveillent, il suffit de dire non et tous ces gens-là, on les jette dehors. Les scientifiques qui sont là-dedans, quand même, qui voient ça depuis des décennies, c'est plus facile pour eux de le voir parce qu'ils sont dans le domaine. Non, parce que les scientifiques, ils sont partie du système. Je ne dis pas qu'ils sont tous corrompus. Moi, je connais des scientifiques très très bien qui suivent le gouvernement. Parce que s'ils sortent du système, ils n'ont plus un centime pour faire leurs recherches. Un chercheur, c'est difficile d'avoir des grosses sommes d'argent, la recherche coûte de plus en plus cher. Et si vous êtes opposant au système, immédiatement vous êtes blacklisté, votre laboratoire peut quasiment fermer, vous êtes sûr qu'aucun projet de recherche sera financé ou même sera publié dans les grands journaux. Donc ils sont obligés. Moi j'en connais, je ne ferai pas de nom, qui sont mal à l'aise parce qu'ils auront envie de parler, mais ils sont plus jeunes que moi, ils ont leur carrière à faire. Et ils disent, bon, si je sors du rang, je suis foutu, ma carrière est terminée. Et on n'hésite pas à les menacer quelquefois. Donc en fait, c'est au peuple de reprendre le pouvoir là-dessus, c'est pas le du peuple tout de reprendre le scientifique, pouvoir. c'est ça? Moi, ça m'embête un peu parce que je suis venu de Luxembourg demain pour rentrer à Paris, j'aurai pas de train. Il y a la grève nationale, mais moi d'habitude j'aime pas trop les grèves, mais là je suis content de voir qu'enfin le peuple français se réveille. Moi j'aime pas non plus que la pagaille dans le pays, mais là on est tellement opprimé, on n'a plus aucun droit civique, toute la démocratie est bafouée, le Parlement c'est des pantins qui suivent un petit poignée de gens, et rien n'est décidé. En France, on a ce qu'on appelle le 49.3, donc c'est un système pour le gouvernement peut imposer des lois sans passer par le vote du Parlement. Alors, avant, c'était utilisé une fois de temps en temps, maintenant, c'est à l'appel. Donc voilà, il faut que le peuple se réveille, c'est impératif. Et moi, je pense que de toute façon, les gens, on voit les milliers de boulangers qui ferment la porte, parce que le coût de l'énergie, les petites et moyennes entreprises qui crèvent, tous les gens qui ont perdu leur boulot, l'essence, le prix de l'énergie, de l'essence, du chauffage, plus l'inflation. Là, les gens craquent. Les gens qui ont un certain revenu, leur revenu va être un peu entamé, mais ils arriveront à survivre. Il y a des gens qui n'arrivent plus à se chauffer, alors qu'ils avaient une situation qui était à peu près correcte. Donc tout ça, ça va exploser. Faut pas oublier que Macron, il a quand même... Oui, c'est Macron. Hein.
Pardon. Non, mais merci. Il a commandé 90 chars d'assaut pour les villes, quoi, des camions anti-émeutes qu'il a donné à la gendarmerie. Tout moderne, équipé pour avoir tout ce qu'il faut, les mitrailleuses, les gaz lacrymogènes, etc. Donc on voit bien que le gouvernement aujourd'hui, ils sont très inquiets, je pense qu'ils sont en panique, parce que les scandales pètent, c'est pas qu'en France. Comme ça pète de partout, tous les procès, tout ce qui est révélé aux États-Unis, la mortalité qui est en train d'exploser. On voit maintenant que depuis le début des campagnes pas vaccinales, d'inoculation, 20% d'augmentation de mortalité dans tous les pays qui ont inoculé. Ça a commencé au Portugal. Dans le gouvernement portugais l'avait reconnu cet été, et des journalistes, des politiciens leur ont demandé mais d'où ça vient. Ah ben on ne sait pas, on n'a pas les moyens de savoir d'où ça vient. Bon, après il y a eu Israël, la France, maintenant la Grande-Bretagne, partout. Alors en France, j'étais étonné, mais ça m'a fait plaisir, il y a très peu de temps, il y a 1 ou 2 semaines, Le Parisien, qui est un journal qui d'habitude suit le gouvernement, le petit doigt sur la couture du pantalon, a reconnu, ah ben oui, il y a 20% d'augmentation de mortalité en France, mais oh là là, on ne sait pas d'où ça vient. Il y en a qui disent c'est le réchauffement climatique, c'est le stress de la guerre en Ukraine. Il y a même j'ai vu une publication scientifique dans un journal international à comité de lecture qui a dit s'il y a beaucoup d'augmentation d'effets secondaires des inoculations, parce que je dirais pas le mot vaccin, c'est parce que c'est à cause des anti-vax, en disant, qui génèrent un stress dans la communication sur les médias alternatifs, et que les gens, en ayant peur, font les effets secondaires au vaccin. Alors, on se fout vraiment de notre gueule. C'est-à-dire qu'on essaie de cacher qu'il y a 20% d'augmentation de mortalité dans tous les pays qui ont inoculé massivement. C'est énorme. Je ne parle pas de la baisse de fertilité, l'augmentation énorme des cancers, l'augmentation énorme des accidents cardiaques chez les jeunes. On voit les sportifs qui tombent comme des mouches sur les terrains de foot en courant. Ça, c'est une coïncidence. Vous savez, il y a une vidéo qui circule, je l'adore, c'est « Ah, j'ai une coïncidence !» Moi, je crois toujours à la coïncidence entre certains événements cliniques, les symptômes qu'on peut ressentir, et la prise d'un médicament ou d'un vaccin classique. Parce que quand on donne un produit, vaccin ou autre, à des millions de gens, il y a toujours des gens qui ont quelque chose qui n'a pas de rapport, mais si c'est retenu après la vaccination, on peut être convaincu que c'est bien ça. Il y a eu des études statistiques énormes qui ont démontré ça, mais là, c'est plus de la coïncidence. Vous savez, il y a des gens qui ont comparé le taux d'effets secondaires graves avec cette inoculation Covid. C'est un pic énorme sur 1 an et demi, quoi, ou même pas 2 ans. C'est bien plus élevé que tous les effets secondaires qu'on a vu avec tous les vaccins confondus depuis plus de 20 ans. Donc ça ne peut plus être une coïncidence, c'est tellement gigantesque. Comment ils peuvent camoufler ça? Et en plus, il y a eu des autopsies. Moi, je voulais dire, il y a des autopsies sur les myocardites. Là, ils ont réalisé des autopsies qui ont été confirmées là aux États-Unis, mais aussi en Allemagne par Antoine Bucard. Et là, par Ryan Cole, où ils ont montré qu'il y avait une concentration de spike au niveau de l'aorte. Donc, ils ont vu, hein, il y a une dilatation de l'aorte, et même il y a des thromboses au niveau des aortes. Et on sait qu'il y a des arythmies cardiaques. Hein. Et ils ont montré, alors c'est très intéressant, le Japon avait fait l'analyse de Moderna. Ils avaient trouvé des métaux lourds et là ils ont fait une corrélation entre la présence de gadolinium, donc qui est un métal rare, de gadolinium présent avec les myocardites. Alors ce qui est intéressant, c'est que il existe de l'oxyde de graphène avec des métaux qui utilisent le gadolinium. Donc c'est un brevet de Karen Kingston qui a montré que, voilà, moi je l'ai lu, le brevet, hein, et effectivement le gadolinium fait partie des métaux. Alors, ceci dit, le gadolinium est couramment utilisé en médecine pour faire les imageries, les fameuses IRM, imageries par résonance magnétique, où on injecte du gadolinium par voie intraveineuse, mais ça depuis le début de l'IRM. Hein. Donc le gadolinium n'a pour l'instant... En tout cas, en dehors de ces histoires de pseudo-vaccins, il n'y a pas eu, à ma connaissance, de signal d'effet secondaire du gadolinium pour les imageries. En tout cas. Non, mais c'est ça. Mais c'est pour dire que le gadolinium a été déjà utilisé chez l'homme, mais bon, c'est peut-être pas ça qui est... Après, on a eu un témoignage le 10 décembre d'une dame qui était en parfaite santé, qui est partie faire un Doppler.
Et en fait, un quart d'heure après, elle est décédée sur le parking. Et les médecins ont dit qu'il y avait certainement une corrélation entre les fréquences qui ont été envoyées pour faire le Doppler, parce qu'ils ont retrouvé, elle avait tous les organes qui étaient détruits en 20 minutes. Wow.